Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est absolument crucial pour l'avenir de nos villes, l'urbanisme bioclimatique. On le sent bien, avec le changement climatique, nos métropoles doivent se réinventer, et vite, pour qu'on puisse continuer à y vivre confortablement. La question c'est comment on fait? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Mais avant de parler des solutions, il faut qu'on soit bien d'accord sur le problème. Nos villes surchauffent. Et ce n'est pas juste une impression qu'on a l'été. On va voir pourquoi nos centres-villes sont en train de se transformer en véritables pièges à chaleur. Regardez-moi cette image, elle est assez typique de beaucoup d'aménagements qu'on voit aujourd'hui. De grandes esplanades, des bancs en plein soleil, très peu de végétation. Honnêtement, qui a envie de s'installer ici quand il fait 35 degrés? C'est ça, le point de départ. On a conçu des espaces qui, au lieu de nous protéger de la chaleur, l'amplifient. Et tout ça, ce n'est pas arrivé par hasard, c'est le résultat de choix qui ont été faits au siècle dernier. On a tout misé sur la voiture, on a couvert nos sols de béton et d'asphalte. Résultat, on a créé des environnements urbains très minéraux, très pauvres, qui ont complètement perdu leur capacité à réguler la température naturellement. Et les conséquences, elles sont déjà là. On les mesure. Ce chiffre, plus 1,4 degrés Celsius, c'est l'augmentation de température qu'on a déjà observée dans une région comme la Nouvelle-Aquitaine par rapport à l'ère pré-industrielle. Le réchauffement, ce n'est plus une projection lointaine, c'est une réalité. Et voilà le chiffre qui fait vraiment mal. Entre 5 et 10 degrés, c'est la différence de température qu'on peut avoir entre un centre-ville et la campagne juste à côté. C'est ça, le fameux phénomène d'îlot de chaleur urbain. En gros, la ville agit comme une énorme éponge à chaleur. Elle l'absorbe le jour et la relâche très lentement la nuit. Forcément, ça donne des records qui donnent des sueurs froides, si j'ose dire. 42,6 degrés, c'est la température qui a été enregistrée à Bordeaux en juillet 2019. Là, on ne parle plus d'un petit inconfort, on parle de conditions extrêmes qui remettent en question la vie en ville l'été. Parce que, oui, les impacts sur notre santé sont bien réels et très sérieux. La chaleur extrême, ça augmente la mortalité chez les personnes les plus fragiles. Ça dégrade la qualité du sommeil pour tout le monde, ce qui a un impact sur notre productivité. Et puis, ça favorise l'arrivée de nouvelles bestioles pas très sympas, comme le moustique tigre. Bref, c'est un vrai problème de santé publique. Bon, le constat est un peu lourd, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Et l'une des approches les plus intelligentes et complètes, c'est justement l'urbanisme bioclimatique. Alors, voyons ce qui se cache derrière ce terme. Voilà la définition officielle. Mais en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on va concevoir nos bâtiments et nos quartiers en faisant preuve de bon sens, en tirant le meilleur parti du climat local. On va utiliser le soleil pour se chauffer en hiver, le vent pour se rafraîchir en été. C'est l'idée de travailler avec le climat, et non plus contre lui. J'aime beaucoup cette citation de l'architecte David Roditi. Elle résume tout parfaitement. C'est vraiment ça l'idée, retrouver une forme d'harmonie, une intelligence dans notre manière de construire, en phase avec notre environnement. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas du tout une technologie de science-fiction. En fait, c'est un retour aux sources. Avant qu'on ait le chauffage central et la clim à volonté, l'architecture traditionnelle, qu'on appelle vernaculaire, était obligatoirement bioclimatique. On ne fait que redécouvrir un savoir-faire ancestral. D'accord, mais alors comment ça marche en pratique? Comment on met en œuvre cet urbanisme bioclimatique? Quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer? C'est ce qu'on va voir maintenant. Ce petit schéma, il illustre très bien le principe de base. L'orientation des bâtiments, leur hauteur, la largeur des rues, tout ça, ça a un impact énorme sur l'ensoleillement et la circulation de l'air. On peut par exemple dessiner des rues qui seront à l'ombre aux heures les plus chaudes en été, ou au contraire créer des couloirs de vent pour aérer naturellement la ville. La forme de la ville elle-même, ce qu'on appelle la morphologie urbaine, est donc un outil super puissant. Un quartier de tours très dense ne va pas du tout se comporter de la même manière qu'un quartier de maisons plus basses et espacées. L'idée, c'est de choisir la forme la plus adaptée au climat de l'endroit où on construit. Et puis, bien sûr, il y a notre meilleur allié, la nature. Le végétal n'est plus vu comme un simple élément de décoration. Non, c'est une véritable infrastructure vivante. Un arbre, c'est de l'ombre gratuite. Et c'est aussi un climatiseur naturel grâce à un phénomène qu'on appelle l'évapotranspiration. Donc si on récapitule, on a une sorte de boîte à outils à notre disposition. On peut jouer sur la forme des bâtiments, sur le choix des matériaux, par exemple des couleurs claires qui renvoient à la chaleur. On peut intégrer de la végétation et de l'eau partout où c'est possible. Et on peut bien sûr penser l'orientation des rues. C'est la combinaison de tout ça qui est efficace. Alors, tout ça, c'est bien joli en théorie, mais est-ce que ça se fait pour de vrai? Eh bien oui, des villes commencent à passer à l'action. Et on va prendre l'exemple très concret de Paris, qui a décidé de mettre ses principes au cœur de sa stratégie de développement. La capitale a fait quelque chose d'assez radical, elle a révisé son plan local d'urbanisme pour en faire un PLU bioclimatique. Ce qui veut dire que la conception bioclimatique, ce n'est plus une option sympa, c'est une obligation pour tous les nouveaux projets. C'est un vrai changement de mentalité. Et regardez ces chiffres, ils sont super intéressants. Ils montrent un changement complet de stratégie. La part de la construction neuve va littéralement s'effondrer, passant de plus de 83% à moins de 35%. Ça veut dire qu'on a compris que la ville la plus écologique, c'est souvent celle qui existe déjà.
Le vrai défi, c'est de la transformer, pas de tout raser pour reconstruire. Un autre objectif très fort du plan parisien, arriver à 40% de surface perméable en pleine terre d'ici 2050. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va enlever du bitume pour remettre de la terre, pour que l'eau de pluie puisse s'infiltrer et que la végétation puisse repousser. La philosophie derrière tout ça est donc très claire. On transforme et on adapte plutôt qu'on ne démolit pour reconstruire. Et la raison est simple. Une rénovation intelligente peut émettre jusqu'à 2 fois moins de carbone qu'une démolition-reconstruction. C'est un gain énorme. Finalement, on se rend compte que la solution n'est pas forcément de construire une ville futuriste à partir de zéro. La ville de demain, elle est peut-être déjà là, juste sous nos pieds, sous le béton. Elle attend simplement qu'on lui redonne un peu d'air, un peu d'espace pour respirer à nouveau. C'est sur cette idée qu'on va se quitter. Merci beaucoup.